En l'an 390 avant Jésus-Christ, les Gaulois pénètrent dans Rome qu'ils ont victorieusement assiégée. Et ils exigent une rançon d'or. Alors que les Romains se plaignent des poids trafiqués qu'ils accusent les Gaulois d'utiliser pour peser cette rançon, le chef gaulois Brennus prend son bouclier et le rajoute au poids trafiqué en déclarant « Vae victis », malheur aux vaincus. Sous Napoléon III, cette histoire ou cette légende sont grandement exploitées pour mettre en exergue la puissance au combat des Gaulois, ou supposés des Gaulois, et notamment de Vercingétorix plus tard, à l'égard du monde romain. Et cela va persister jusqu'à la fin du XIXe siècle, et en 1892, cette légende va servir de fondement pour récompenser la première finale du championnat de France de rugby. C'est dire que vae victis, malheur aux vaincus, est alors très prégnant dans les esprits. Alors certes, vous me direz, oui, mais nous étions 390 ans avant Jésus-Christ. Allons plus d'un millénaire plus tard. Quelqu'un que l'on connaît bien ici, un régional, Bertrand de Born, le seigneur d'Hautefort. Ce troubadour va écrire un texte dont je vous donne les premiers vers. Bien me plaît le guettant de Pâques, qui fait feuilles et fleurs revenir, et me plaît ouïr le bonheur des oiseaux qui font retentir leur chant par le bocage, et me plaît qu'en voit sur les prés tentes et pavillons dressés, et j'ai grande allégresse qu'en voit dans la plaine rangée chevaliers et chevaux armés. Alors, ça paraît très poétique, bucolique. On pourrait croire que Bertrand de Born se réjouit de voir les oiseaux chanter à nouveau et les petites fleurs fleurir. La réalité est bien différente. Allons à la suite et à la fin du poème. Il me plaît, quand les éclaireurs font les gens avec leur bien fuir, et me plaît, qu'on voit après eux venir une grande armée ensemble. Et en désordre courir, chevaux des morts et des blessés, et quand il est en lutte entré, chaque homme de haut parage ne pense qu'à têtes et bras brisés, mieux vaut un mort qu'un prisonnier. Et oui, crier à l'aide, et voit tomber dans les fossés, petits et grands dans l'herbage, et voit les morts qui portent au flanc, tronçons de lance avec leurs flammes. C'est une abomination complète. Le troubadour Bertrand de Born, dans son éloge de la guerre, commence par parler des petits oiseaux, des petites fleurs, et c'est joli le temps de Pâques. En réalité, il est content du temps de Pâques parce que c'est la fin de la trêve pascale. C'est pour cela que ça lui plaît, le temps de Pâques. La trêve pascale, c'était cette fin des conflits, cet arrêt de la guerre qui était imposé par l'Église sous peine d'excommunication. Et quand Bertrand de Born est content de voir fleurir les petites fleurs à Pâques, c'est simplement parce qu'il sait que la trêve pascale va prendre fin et qu'il va pouvoir recommencer à massacrer. C'est vous dire qu'on est en plein dans Vae victis, malheur aux vaincus. Nous prenons notre plaisir à massacrer et nous nous foutons complètement des autres. L'empathie, ça n'existe pas. Mais alors, me direz-vous, là, c'était le Moyen-Âge. Eh bien, continuons plus tard. Encore plus près de nous. Raconter l'histoire fut pendant très longtemps oublier les victimes pour se consacrer uniquement aux faits glorieux. Par exemple, on s'accorde à considérer
que les guerres napoléoniennes ont fait environ 1 800 000 morts. Environ. Qu'on répartit 370 000 tués au combat, je dirais seulement. 600 000 victimes collatérales, des civils, dans leur village. Et puis 800 000 morts de maladies, de froid, etc. Or, quand le peintre François Gérard représente la bataille d'Austerlitz, bataille victorieuse du 2 décembre 1805, il va utiliser les morts comme des éléments du décor. Comme il aurait utilisé des cailloux, comme il aurait utilisé des pâquerettes, si on avait été au printemps. Mais on est en décembre, il n'y avait pas de pâquerettes. En revanche, il y avait des morts. Et le décor est fait par ces cadavres. On ne peut pas dire que l'empathie soit énorme. Et nous sommes pourtant au début du XIXe siècle. Il y a seulement un peu plus de 2 siècles. Mais, en réalité, début du XIXe siècle, un tournant apparaît. Ce tournant, il porte le nom d'un peintre, d'un graveur, caricaturiste, qui a été extrêmement important dans l'évolution de l'art. Bien évidemment, c'est Francisco Goya. Francisco Goya va dessiner, va graver un album complet, il me semble qu'il y a 85 gravures, intitulé « Les désastres de la guerre ». Et là, il va au contraire manifester, chose totalement nouvelle, une totale empathie à l'égard des victimes. Quand il va décrire la guerre, il ne va pas décrire le chef victorieux. Il va décrire la victime innocente, celui qui, comme en l'espèce, est l'otage fusillé, l'otage tué. Francisco Goya va même pousser la recherche de l'empathie pour dénoncer la guerre et sa violence jusqu'à graver, j'allais dire écrire, parce qu'en réalité il écrivait par son art, jusqu'à graver des œuvres d'une violence contre la violence extraordinaire. Ici, dans le sujet qui s'intitule « Ça, c'est le pire », Goya montre les armées arrivant et la victime, qui a été amputée sauvagement et à qui on a fait subir le supplice du pal. C'est-à-dire que, alors que jusqu'à présent, nous avons un art des sculptures, des peintures, des dessins, de l'écriture, poétique même, qui s'intéresse aux faits glorieux, là, nous avons, à la même période du début du XIXe siècle, un peintre de très très grande qualité qui va faire le choix absolument inverse, celui de la victime. Et nous allons passer le XIXe siècle pour en arriver maintenant à la guerre de 1870. Et vous verrez que je ne me suis pas perdu dans mes digressions. La guerre de 1870 va connaître une évolution sociétale complète. Jusqu'à présent, la guerre se fait sur des champs de bataille. Elle se fait à Austerlitz, elle se fait à Iéna, elle se fait à Waterloo. Et elle se fait avec des mercenaires, avec des gens qui sont payés pour ou qui sont enlevés pour aller. Mais ce ne sont pas vous et moi. Ce n'est pas vous et moi qui feront la guerre. Et il va y avoir un élément totalement nouveau dont on va parler tout à l'heure, c'est l'irruption de ce qu'on appelle les mobiles dans la guerre de 1870. Alors, un petit mot, c'est qui les mobiles? Napoléon III avait peur du peuple. Et il ne voulait pas faire une conscription, car il avait peur que son armée se retourne contre lui. Il faut savoir que quand il y a eu les référendums, les plébiscites,
les casernes ont très mal voté pour l'empereur, très mal voté. Et donc, il avait peur. Donc, il avait conçu un système assez compliqué dans lequel il y avait une petite armée de professionnels, en quelque sorte, ou soit des professionnels, soit des gens qui avaient tiré le mauvais numéro, hein, qui étaient requis pour partir, pour être complétés, encadrés par ces professionnels. Et puis, à côté de ça, il y avait ceux qui avaient tiré le bon numéro, qui, eux, étaient des réservistes. Et ces réservistes, on va les envoyer plus tard au front et vont devenir les mobiles. Donc, évolution sociétale considérable. D'abord, le champ de bataille n'est plus à l'extérieur. On va avoir Paris et son siège terrible de l'hiver 70-71, mais on va avoir également dans le nord-est des bombardements monstrueux sur Strasbourg, sur Belfort, des bombardements monstrueux. On va avoir la guerre qui pénètre dans la France, dans l'intérieur des terres, puisqu'on va avoir des combats jusqu'à Orléans, jusqu'à Tours, et même à Bordeaux. Le gouvernement de défense nationale va se réfugier en fin 70. Et ici, vous reconnaissez le pont de Pierre. Eh bien, vous avez les quais de Garonne qui ne contiennent plus, qui ne sont plus les dépositaires de tonneaux, mais qui sont devenus un gigantesque entrepôt militaire et entrepôt en l'espèce de canon que l'on amène et que l'on va faire repartir au front. Donc une évolution fondamentale entre la guerre de 1870 par rapport à ce qui s'était passé auparavant. Et aujourd'hui, eh bien, en 1870, c'est votre frère, votre fils, votre voisin qui va faire la guerre, ça n'est plus forcément un mercenaire. Autre évolution extraordinaire, c'est que les journaux, qui sont très lus à la fin du 19e siècle, très très lus, notamment, ils participent à la réputation d'un certain nombre de grands auteurs classiques à cause des feuilletons qu'ils diffusent. Donc ces journaux vont maintenant non plus se contenter de transmettre de l'écrit, mais vont transmettre des images. On n'est pas encore dans la photographie, ça ne va pas tarder, mais on est dans la gravure. Et vous savez combien on peut trouver dans des journaux anciens de très belles gravures. Ce qui se passe, c'est que les journaux ont des correspondants qui sont des correspondants des graveurs, qui vont sur le champ de bataille, qui font un croquis, qui ensuite rentrent pour mieux affiner leur planche, qui la donnent au journal, et dans les 2 jours, 3 jours qui suivent, le journal publie la gravure. Résultat. Eh bien, résultat, c'est que le public non seulement voit les écrits, entend le récit, mais il voit les images. Ici, la Meuse en dessous de Sedan. Et quand on voit le nombre de chevaux morts, on comprend ce qu'a été le combat. Les chevaux que les hommes sont en train d'essayer de sortir. Et non seulement on va voir l'horreur, mais on va pouvoir la comprendre. Ici, par exemple, vous avez le champ de Reichshofen, le village, l'endroit où l'on passe en bas de vallée avec les taillis et les bosquets de part et d'autre. Et vous voyez ceux que l'on enterre sur place, on crée un trou, on enterre. Ceux que l'on estime, une fois qu'on a fait le tri, susceptibles de s'en ressortir, et les blessés qu'on va amener dans ce qu'on appelle les ambulances. Ça, c'est le champ de bataille de Reichshofen après la bataille. Reichshofen, aujourd'hui, ça ne nous dit plus grand-chose. 10 000 morts. 10 000 morts en une après-midi. Et les détails se multiplient dans la presse, qui publie maintenant des récits
mais également même des lettres de rescapés. Ce jeune qui écrit cette lettre, ce jeune écrit à sa mère, le journal le diffuse, et il raconte l'horreur. Il est le seul de son unité à ne pas être mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès le début de la guerre, et vous avez bien fait de dire que Bismarck la voulait, mais c'est notre empereur qui l'a déclarée. C'est nous qui avons déclaré la guerre de 1870. Donc, dès le début de la guerre, les Français vont découvrir l'absence de technique militaire, et c'était pas l'oncle, hein. Le neveu, c'était pas l'oncle. L'absence de technique militaire et les hésitations constantes de l'empereur qui conduisent à plusieurs carnages, dont les deux plus importants sont bien sûr Reichshoffen sur le front d'Alsace et Gravelotte sur le front lorrain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment peut-on expliquer Reichshoffen? Très vite, très simplement. Le 1er août, donc la guerre est déclarée le 17 juillet ou 18 juillet, quelque chose comme ça. Le 1er août, en tout début de guerre donc, le général Frossard lance une reconnaissance sur Sarrebruck. Cette reconnaissance surprend, mais pensez pas aller au combat, hein, ils allaient en reconnaissance. Surprend complètement les Allemands qui ne s'attendaient pas à ça. Et les Français pénètrent jusqu'à Sarrebruck sans résistance. Mais c'était pas prévu d'aller si loin. Et ils s'arrêtent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vont-ils continuer? Vont-ils faire demi-tour? Oui, mais pendant ce temps-là, les troupes alliées allemandes s'organisent. Et le 4 août, ils reviennent. Et les Français reculent, sans couper les ponts, sans saboter la voie ferrée, sans rien faire, même les piquets qui pouvaient transporter quoi que ce soit. Rien, on recule. Et les Allemands s'engouffrent dans notre reculade. Et ils forcent les passages vers l'Alsace et la Lorraine. À ce moment-là, Frossard demande de l'aide à Bazaine et les estafettes lui déclarent que l'aide va venir. Frossard ne recevra jamais cette aide. Ça se passe à Spineken. Il recule à nouveau. Les Allemands vont l'encercler à Wissembourg, je crois que ça s'appelle, à côté excusez-moi, pardon. Oui, à côté de Reichshoffen, pardon. Voilà, c'est Wissembourg, à côté de Reichshoffen. Et là, comprenant qu'ils vont être encerclés, les généraux de Frossard décident 2 tentatives pour percer cet encerclement. L'une à travers le village, l'autre à travers les champs. Et vous avez vu comment c'est. Les champs de chaque côté sont bordés par les taillis. C'est ce que raconte ce jeune. Et ils sont tirés, on dirait aujourd'hui, comme à fête foraine. Et c'est de la cavalerie légère. Ils n'ont rien pour se défendre. Ils sont sur leur cheval. Et ça va être un carnage monumental. On estime à peu près 10 000 morts, dont une grande partie enterrée tout simplement sur place. Mais en même temps que le public, que les Français lisent cela dans la presse, qu'ils lisent les récits, ils voient les images. Et voilà ici l'éperon de Spiekeroen, où Frossard a attendu vainement Bazaine. Imaginez le ressentiment de la population. Et comprenant qu'il y a un engouement extraordinaire du public, les journaux vont ajouter à ces images, à ces récits, à ces lettres du front, ils vont ajouter des correspondants de guerre. Le plus célèbre de ces correspondants de guerre étant le nommé Jeannereau, et c'est ici des passages de ses articles de presse. Le journal Le Temps, qui est un journal extraordinairement bien documenté à l'époque, c'est un peu l'équivalent, je dirais, du Monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le Temps ne peut pas se contenter de dire un fait, il fait un dossier sur le fait. Ça rappelle tout à fait la façon de travailler du Monde. Et donc, le Jeannereau, qui est un ancien officier et qui dispose de toutes ces entrées
chez les officiers actuels, enfin actuels en 1870, hein, bien sûr, va faire des articles. Et il est au plus près de l'événement. Et il va dire des choses absolument invraisemblables. Des choses qui passent. Car comme c'est totalement nouveau d'avoir des correspondants, quand il y avait Austerlitz, quand il y avait Iéna, il n'y avait pas un journaliste qui racontait pour que ça soit publié le lendemain. Or là, c'est ce qui se passe. Et donc, il n'y a pas de censure, quasiment pas de censure militaire. Il n'y a pas de secret militaire, quasiment pas. Et des choses d'une extraordinaire gravité vont paraître dans la presse. Et notamment, on va apprendre dans la presse, c'est le 11, je crois, je vérifie. Voilà, c'est le 11 août. Voilà ce que l'on apprend dans la presse. L'empereur n'est toujours pas parti, donc parce qu'il partait, il revenait. Hein. On dit maintenant que c'est sur Saint-Avold, où il était prévu de faire un regroupement militaire à la tête des troupes, qu'il voulait se diriger. Mais ces généraux disent « Ah non, maintenant, non, vous avez fait suffisamment de bêtises, vous arrêtez les choses militaires, laissez-nous, nous militaires, commander. » Ça paraît invraisemblable. Ils vont le mettre aux arrêts. L'empereur Napoléon III a été mis aux arrêts par ses généraux. Le maréchal Leboeuf l'aurait fait descendre du train en lui déclarant qu'il fallait qu'il s'abstint et, pour en être sûr, aurait habité ses logements, aurait abandonné ses propres logements pour aller habiter la préfecture avec le chef de l'État. Le fait est que l'hôtel de l'Ordre, c'est invraisemblable. Jeannereau raconte une chose qu'on a du mal à imaginer. Eh bien pourtant, quand on étudie l'histoire, on se rend compte du trouble qu'il y avait au plus haut point. Le 9 août, Émile Ollivier, qui jouait le rôle de Premier ministre, démissionne. Il est remplacé, donc le 9 août, vous voyez, ça c'est un courrier, c'est un article du 11 août. Il démissionne et il est remplacé par le comte de Palikao. On apprend que je vais vous le dire dans la et on apprendra plus tard, après-guerre, lors du procès de Bazaine, on apprendra que le 11 août, c'est-à-dire le jour même où paraît l'article de Jeannereau que je vous ai montré, eh bien ce jour-là, Madame Bazaine était allée au nom de son mari voir Palikao, le nouveau Premier ministre, pour lui dire d'intervenir auprès de Napoléon pour qu'il cesse son commandement. Autrement dit, après-guerre, on apprend que l'information de Jeannereau, cette information incroyable, inimaginable, les généraux demandent à l'empereur « Vous restez dans vos appartements, on ne veut plus vous voir sur le front ». Cette information est exacte. Imaginez le trouble qui peut se passer dans l'esprit du public, dans l'esprit des parlementaires, parce qu'il y avait quand même quelques parlementaires, hein, et dans l'esprit de tout le monde. Et effectivement, le 12 août, Napoléon III cède son commandement. Il rassemble toutes ses unités, puisqu'il en avait 6 ou 7 corps d'armée, il les rassemble en 2. Une armée d'Alsace, MacMahon, une armée de Lorraine, Bazaine. Et il cède la place de généralissime qu'il cède à Bazaine. On va donc se dire, mais Napoléon, puisqu'il a tout quitté maintenant, il a accédé à la demande de ses généraux, il a réparti les unités, il va maintenant rentrer à Paris. C'est l'empereur. Eh bien non. De façon invraisemblable, il va rester avec MacMahon. Mais MacMahon continue à reculer, toujours suivi par les troupes allemandes. Et le 30 août, MacMahon rentre dans Sedan. Napoléon III est avec lui. Pourquoi ? Sedan est encerclé par les Allemands qui bombardent la ville. Le 1er septembre, la ville se rend, les Allemands rentrent dedans.
Et là, surprise, Bismarck n'aurait jamais imaginé un si beau cadeau. Il fait prisonnier l'empereur et les 83 000, j'ai bien dit 83 000 soldats qui se trouvent avec lui. Inimaginable. Vous imaginez vous pensez combien l'information, quand elle tombe, bouleverse tout le monde. C'est impensable. On n'aurait jamais pu penser une chose pareille. À tel point que Le Figaro, qui a des échos sur une bataille monumentale à Sedan, le 3 septembre, va raconter une bêtise monumentale. Le Figaro va parler de la gigantesque victoire de Napoléon III à Sedan. Des informations complètes. Le Figaro, son correspondant, avait dû lui donner des bribes d'informations et il a dit c'est que c'est nous qui avons gagné forcément. Ben non, c'est nous qui avions perdu. Et donc les Parisiens, donc l'information est connue de façon certaine le 4 septembre. Le 4 septembre, les Parisiens se précipitent à Paris, à l'hôtel de ville. D'abord, certains se précipitent à l'Assemblée nationale et puis les républicains modérés se précipitent à l'hôtel de ville. Là, la République est déclarée. Elle est déclarée en même temps dans un certain nombre de villes de province, notamment à Bordeaux, mais à Limoges également, je crois. Et donc, la France a quitté l'Empire par la petite porte et est devenue une république le 4 septembre. Mais les images vont continuer à faire un tort considérable. Il faut s'imaginer que la population française va voir cette image. Cette image, c'est Napoléon III. On le sent quand même bien abattu. Il lui arrivait un sacré coup. Et il est avec Bismarck, qui lui est content. Ça, c'est sûr, il a réussi un beau coup à Sedan. Et donc ça, c'est l'entretien qu'a eu Napoléon III, l'ex-empereur, avec le chancelier Bismarck, le lendemain de son arrestation. Mais les Français vont apprendre que pendant qu'il est ici, c'est tout juste s'il ne prendrait pas une tasse de thé, eh bien 83 000 soldats sont parqués sans vêtements, sans nourriture, sur une île à côté de Sedan. Les républicains ayant pris le pouvoir, notamment Gambetta, puisqu'ils vont se placer sous la bannière de Gambetta, déclarent qu'il faut continuer la guerre. Bazaine pourrait être un chef important, puisque Bazaine, sa deuxième armée, qui est l'armée de Lorraine, et qui se trouve grosso modo avoir 100 000. Il y avait 83 000 MacMahon en Alsace, grosso modo 100 000 avec Bazaine en Lorraine. Mais voilà, Bazaine, lui aussi, s'est replié, il est allé à Metz, les Allemands sont mis autour, il est encerclé. Ces 100 000 hommes sont encerclés à Metz. Plus tard, en octobre, le 8 octobre, je crois, c'est-à-dire un mois plus tard, Bazaine se rendra sans combattre et laissera faire ces 100 000 hommes prisonniers, et on apprendra plus tard qu'en réalité, il était complice de Bismarck et qu'il discutait avec Bismarck pour son propre établissement au pouvoir à la suite de Napoléon III, et que des émissaires passaient leur temps à faire la navette entre Metz et Berlin. Inimaginable. Le moral des Français de l'époque s'écroule complètement. On ne peut plus croire à personne. MacMahon, 83 000 soldats. Bazaine se rend, 100 000 soldats. Il n'y a plus un soldat d'actif, en quelque sorte, d'armée régulière disponible. La défense nationale va dire, on avait depuis le mois d'août, on avait mobilisé, ils étaient devenus les mobiles, mobilisé les réservistes. Mais c'était des gens qui n'avaient pas l'habitude de tenir les armes. C'était des gens comme vous et moi.
Et donc, on va envoyer en panique ces gens sur les fronts. On va les envoyer sur le front de l'Est, on va les envoyer... alors, Belfort, si, Belfort résiste de façon héroïque. Belfort résistera jusqu'à la fin complète de la guerre, jusqu'en février 71. Mais à part Belfort, ça s'écroule de partout. Les Allemands sont déjà autour de Paris. Ils ont créé une avancée terrible parce qu'ils veulent venir vers Bordeaux, puisqu'ils comprennent que les gouvernants vont se réfugier à Bordeaux, ce qu'ils vont faire effectivement. Et donc les troupes des réservistes, qu'on appelle les mobiles, vont monter au front et vont, dans toute la France, il va y avoir un élan gigantesque qu'on va retrouver notamment à Limoges et à Bordeaux. Il va y avoir énormément de troupes. Et à côté de ces troupes, qui sont des troupes de réserve, mais qui sont quand même des troupes organisées, on va trouver énormément de gens que l'on appelle des francs-tireurs, qui sont des gens qui sont réformés, ou des gens qui avaient passé l'âge. Je vois par exemple le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dont j'oublie le nom, il ne vient pas, mais part comme franc-tireur. C'est incroyable, un premier président de cour d'appel, de cour impériale de Bordeaux, part comme franc-tireur. Et donc, déjà, c'était votre frère, votre voisin, votre fils qui partait au combat, mais maintenant c'est tout le monde, même ceux qui ne sont plus aptes, qui n'étaient pas jugés aptes à faire la guerre, partent aussi sur les francs-tireurs. Malgré cet effort considérable, il va y avoir des combats héroïques, notamment un Bordelais qui est resté célèbre. On a un peu perdu sa mémoire aujourd'hui, mais à l'époque, il était très célèbre, c'était le commandant Arnoux, dans la Sarthe, je crois. Il va y avoir des combats héroïques, mais on va perdre. Vous connaissez l'histoire, on va perdre. Et finalement, le gouvernement de défense nationale va se résoudre en début 71 à accepter la défaite. Les conditions de la défaite et de la paix vont être terribles, puisqu'on devra payer beaucoup d'argent, mais on va perdre l'Alsace et la Lorraine, que Bismarck voulait, exactement comme un certain Poutine veut l'Ukraine. La justification de l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine, c'était en quelque sorte de faire un glacis. Un glacis parce que Bismarck disait « Vous nous attaquez toujours. Napoléon nous a toujours attaqués. Vous, Napoléon III, vous nous avez encore attaqués. Donc maintenant, nous voulons un glacis. Comme ça, vous serez obligés de traverser l'Alsace et la Lorraine avant d'arriver dans les États. » Ça vaut ce que ça vaut. À mon avis, c'est surtout qu'il voulait s'étendre. Toujours est-il qu'après la guerre, eh bien, les Français ont une admiration sans borne pour ces gens, pour les mobiles et pour les francs-tireurs. Une admiration sans borne pour ces gens qui sont partis, qui ont tout quitté. Et la situation de l'époque rappelle, à mon avis, beaucoup l'actuelle situation ukrainienne. Beaucoup. Et donc, eh bien, on va vouloir remercier ces gens. Et ces gens qui sont morts, pour les remercier, on peut dire ici, ils ont été héroïques ici. Alors traditionnellement, comment est-ce qu'on fait? Traditionnellement, en habitude guerrière, on fait des petits monuments. Ici, et on rappelle un fait glorieux. Alors, à l'endroit où les gens étaient enterrés sur le champ de bataille, traditionnellement, exactement comme on a vu à Reichshoffen, les gens étaient enterrés sur le champ de bataille, eh bien, on mettait une croix, ou on mettait une petite chapelle, ou on mettait un monument, un obélisque. Ici, ce sont les Girondins, Barbaroux, Pétion, et puis Buzot, qui sont rattrapés par les montagnards à côté de Magne-Castillon, à côté de Cassure-la-Bataille, pas très loin, Saint-Magne, et ils meurent et ils sont enterrés dans les champs. On ne sait pas d'ailleurs où ils sont enterrés, sauf Barbaroux, qui a été ramené pour être exécuté à Bordeaux, mais ils sont enterrés dans les champs. On ne sait pas où, sur le bord de la route, on a mis cet obélisque. Eh bien, à la guerre de 1870, on va refaire exactement la même chose. Parce qu'on considère que ces mobiles, ce sont des héros. Ces gens qui se sont levés pour essayer, vainement, mais pour essayer de sauver la France,
ce sont des héros. Et on les traite comme des héros. Et vous avez ici le monument à la mémoire, donc à Sillé-Philippe, c'est Chanteloup, dans la Sarthe, le monument aux mobiles girondins, puisque c'est les mobiles girondins qui étaient avec le commandant Arnoux, et il y a eu 50 mobiles, je crois, 51 mobiles, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va trouver dans les archives, en France, vous savez, on classe beaucoup les choses, c'est très intéressant pour l'historien, parce que je vous ai trouvé une petite pépite, hein. C'est aux archives du ministère de l'Intérieur. Alors, c'est un groupe qui s'appelle Loire 1870, qui est un groupe d'historiens. J'ai beaucoup travaillé avec eux par Internet. Et donc, ils ont trouvé cette pépite que je vous cite. Sillé-le-Philippe, c'est-à-dire c'est Chanteloup, c'est à côté. 51 militaires français et allemands tués dans les combats des 10, 11 et 12 janvier 1971 sur le territoire de Sillé-Philippe sont inhumés dans un terrain communal et dans des propriétés particulières. L'État a acheté, moyennant le prix de 500 francs, le terrain communal sur lequel la municipalité a fait élever, à ses frais, un monument funéraire. Et il y a fait transférer les restes mortels des militaires disséminés dans les champs. Exactement comme tout à l'heure, la colonne, l'obélix, à l'endroit où, quelque part, étaient enterrés les Girondins. Ce terrain, d'une surface de 48 mètres, a été entouré d'une grille en fer. Et je vous disais tout à l'heure, moi, je suis un Limousin, Limougeot, habitant Bordeaux. Donc, tout naturellement, je travaille sur Bordeaux, je travaille sur Limoges. Et je vous ai parlé des Limousins, des Bordelais, pardon. Des Bordelais, 51 Bordelais. Je dois dire que les Limousins ont fait plus fort. Ici, nous sommes à Lumeau. Tout à l'heure, nous étions à Chanteloup, les combats de Chanteloup. Là, ce sont les combats de Lumeau. Monument au bord de route aussi, où l'on a rassemblé les corps des mobiles limousins. Vous ne devinez pas combien il y en a. 1100. C'est pas 51. 1100. 1100 soldats français, principalement des Limousins, et 40 Allemands. Il est écrit sur leur plaque, enfin sur le monument, en latin, « Mieux vaut mourir au combat qu'assister au malheur de sa nation ». Ça ressemble, ça résume tout à fait leur conduite. Et puis, vous avez vu tout à l'heure, à la bataille de Reichshoffen, on enterrait les morts, un peu partout, on faisait des trous à droite et à gauche. Et puis, vous avez vu qu'on triait ceux qu'on pouvait ramener sur des brancards, puis sur des charrettes. Parce que depuis la bataille de Solferino et du Nant, il y a maintenant la Croix-Rouge. Non seulement il y a la Croix-Rouge, mais il y a des organismes de secours aux blessés et aux blessés de guerre un peu partout en France. Et ces blessés, on les ramène. Et il va y avoir des centres de soins. C'est comme ça qu'à Bordeaux est un hôpital militaire d'une extrême importance, parce que, on va prendre l'habitude de ramener loin du front, et que Bordeaux était une ville très loin du front. Il n'y avait pas que Limoges où on limogeait les gens. Bordeaux aussi était très loin du sang. Et donc, ces gens, il y a beaucoup de blessés qui vont mourir. Alors pourquoi est-ce qu'on a beaucoup plus de blessés qu'on en avait avant? C'est parce que en 1870, il va y avoir d'énormes progrès, si on peut parler de progrès, en matière de chirurgie d'amputation. Et on va techniquement comprendre comment il faut désosser, en quelque sorte, très rapidement, la personne. Parce que sur un champ de bataille, quand on vous désosse, ça ne doit pas être particulièrement agréable. Donc il faut aller très vite, bien évidemment. Eh bien, en 1870, j'ai retrouvé les travaux des chirurgiens discutant à une sorte de congrès à Paris pour se mettre d'accord sur la technique opératoire pour aller le plus vite possible et pour que la jambe ou le bras soit enlevé le plus vite possible. Et donc, on va avoir plus de blessés, forcément. Et parmi ces blessés, il y en a quand même beaucoup qui meurent. On va donc à nouveau refaire des monuments que l'on va trouver dans les cimetières, monuments dans lesquels on va rassembler les corps de ces blessés arrivés du combat. Ici, le monument de la Chartreuse, le cimetière de Bordeaux, et on va essayer de voir sur la pierre, mais la pierre a été abîmée par le temps. Ici repose 8, 0,
809 soldats et marins décédés dans la ville et dans les ambulances de Bordeaux. 809, à rajouter à tout le reste. Ces anciens combattants, ceux qui s'en sont sortis, vont tout naturellement chercher un lieu pour se rassembler. Ils vont donc se rassembler autour de ces monuments, dans les cimetières. Et puis, petit à petit, on va essayer d'avoir des monuments, mais pas forcément au cimetière. Et on va essayer d'avoir des monuments en centre-ville, de façon à pouvoir aller se recueillir, non pas forcément sur les cendres, mais autour d'un monument qui rassemble la collectivité dans ce même sentiment d'empathie à l'égard des victimes. Et petit à petit, l'art va s'intégrer à ces monuments. Au début, ce sont des obélisques, tout simple. Et puis petit à petit, on va mettre des sculptures. Et l'art va donner, les artistes vont donner beaucoup. Et vous allez voir des œuvres d'une extraordinaire ingéniosité et créativité. Ici, par exemple, c'est à Montauban, c'est Antoine Bourdeil, l'enfant du pays, c'est un proche de Rodin, et il délivre un message tourmenté et violent, en forme romantique, avec, c'est important, il faut que je vous donne une clé pour comprendre, une épée tenue en haut. Épée tenue en haut, c'est donc agressif. Donc c'est à la fois romantique, mais agressif. L'épée est prête à frapper le châtiment. Ça veut dire que la France se relève, épée tenue en l'air. Nous sommes donc dans l'idée de la revanche. Attention les Allemands, on est prêts. Autre monument, à Périgueux. Edmond d'Escas. Il représente la patrie sous la forme d'une femme au sein nu, poitrine bravant l'ennemi. Alors là, il y a toute une image, c'est la femme qui représente, qui personnifie la France. Vous allez le retrouver dans le monument de Limoges. La femme représente, personnifie la France, et symboliquement, par sa poitrine, elle va défier l'ennemi. Au pied de la femme, donc de la patrie, meurent des soldats. On le voit, ce sont des soldats à cause de l'uniforme. Et la femme n'a qu'une seule chose, un couteau, un poignard. Et de son poignard, elle menace l'ennemi, attention, je resterai toujours là, même avec seulement un poignard, je ferai front. Nouveauté très importante. On va trouver maintenant la volonté non seulement de garder la mémoire des morts, mais également, pour mieux la garder, de garder le nom des morts. Et dans ce monument de M. Descas, d'Edmond Descas, eh bien, on va trouver en bas un coffre scellé. Regardons de plus près ce coffre. Les noms glorieux de tous les Périgourdins morts pour la France sont inscrits sur un parchemin scellé dans ce monument en souvenir de leur sacrifice. Et vous avez l'initiative, l'embryon de ce qui sera ensuite les monuments aux morts, et notamment pendant la guerre de 14-18, où l'on aura des listes de tous ceux qui sont les sacrifiés. Et bien là, à Périgueux, on voit que ça commence. On pense que non seulement il faut garder la mémoire, mais il faut garder les noms. Et puis, l'artiste va donner libre cours à son imagination. Le même Edmond Descas, qui représentait la femme poitrine nue face à l'ennemi et poignard à la main, le même Edmond Descas, dans sa ville natale de Vic en Bigorre, va créer une œuvre qui s'appelle La Revanche, œuvre qui a été mal comprise au début,
Et à tel point que la mairie n'en a pas voulu au début. Et c'est le préfet qui a dit si, vous l'avez payé, vous l'avez commandé, vous l'aurez, vous la garderez. Cette œuvre, c'est un monument aux morts. Alors, là, on est dans du très conceptuel. Vous en penserez ce que vous voudrez. Mais cela signifie que même sans... Tout à l'heure, il représentait la femme, poitrine ouverte, avec seulement un poignard à la main. Eh bien là, l'homme n'a plus rien. Il n'a même plus de vêtements. Il n'a plus qu'un cache-sexe. Il a un gourdin. Eh bien même si on n'a plus rien, même si on n'a plus qu'un gourdin, les Allemands nous trouveront face à eux. Première interprétation. Deuxième interprétation, la guerre. Donc ça, c'est l'interprétation belliciste. Deuxième interprétation qui est complémentaire, celle-là. La guerre, c'est le retour aux instincts primaires. C'est la perte de l'idéal civilisationnel. La guerre, c'est le retour à la préhistoire. Et on se rend compte que c'est d'une incroyable puissance. Aujourd'hui, ce monument aux morts, qui au début avait été rejeté par sa municipalité, est devenu bien évidemment un monument que l'on va voir. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui tout le monde se souvienne de ce qu'il veut dire. Et puis, on va trouver, je ne pouvais pas bien évidemment le louper, l'archétype du monument belliciste. Monument imprégné de l'idée de la revanche. Alors, ce monument, les dates sont importantes. C'est une association d'anciens combattants, 1891, qui s'adresse à Adolphe Martial Tabar. Adolphe Martial Tabar, donc Tabar, était un peintre et sculpteur qui travaillait, il était d'une famille de porcelainiers, et il travaillait les assiettes et les dessins, etc., et les personnages, les sujets de porcelaine. Il est parti à Paris, à l'école aux Beaux-Arts, il a été l'élève de Duret, de Francisque Duret, et il a perfectionné son art, puis il est parti aux États-Unis, il a travaillé dans de la fonderie, il est allé en Italie, il a eu une réputation internationale extrêmement importante. C'était un très très bon technicien. Et cette association d'anciens combattants, en 1891, lui demande de faire un travail de monument. Et il va être totalement classique dans l'idée de la revanche. La première ébauche va être faite en 1894 et le monument sera inauguré en 1899. Alors, il est constitué de 2 blocs de granit, un en façade, un autre derrière. Sur le bloc arrière, comme traditionnellement, un obélisque. Autour, devant, 5 personnages. Un clairon, des mobiles. Alors, les personnages sont tellement bien sculptés, avec tellement de précision, qu'on peut identifier leur uniforme. C'est extraordinaire, hein, c'est en bronze. Donc, c'est un clairon des mobiles qui meurt. Et ici, un fantassin de ligne, derrière lui, avec son fusil. Là, un franc-tireur. Et là, un officier. Tous sont à égalité. Il n'y en a pas un plus haut que l'autre et plus en dessus. Sauf le 5e personnage, qui est la France, ou la Haute-Vienne, représentée par une femme. Femme qui personnifie le pays. Et femme qui tient le drapeau, l'étendard. Et l'étendard, en langage militaire, c'est l'honneur. L'étendard est tenu, l'étendard n'est pas passé aux mains de l'ennemi. La femme tient, la Haute-Vienne tient l'étendard. Nouveauté dont je vous ai parlé tout à l'heure un peu à Périgueux,
on va penser au nom des victimes. Et quand vous faites le tour de ce monument, derrière cet obélisque, au dos, vous allez trouver les noms de toutes les victimes. Bien évidemment, ce seront principalement des mobiles, puisque, encore une fois, les 83 000 soldats d'active de MacMahon ont été faits prisonniers. Il y en a beaucoup qui sont morts parce qu'ils ont été faits prisonniers dans des conditions absolument ignobles. Et les 100 000 de Bazaine ont également été faits prisonniers. Donc finalement, les mobiles ont payé un très très lourd tribut. Et quand vous vous approchez de cette sculpture, et je sais que maintenant, quand vous passerez à Limoges, vous irez la voir de plus près, elle est vraiment très jolie, vous admirerez la qualité du travail, la qualité des traits du visage. Hein. Le visage de la femme est un peu banal, mais ces traits-là, c'est magnifique. Regardez-moi la tête de l'officier et la tête du franc-tireur qui sort avec son fusil. C'est absolument magnifique. Hein. C'est vraiment de très très belle qualité. Et ce monument va être inauguré en 1899. Lors de son inauguration, c'est un monument qui, comme tous les monuments de la guerre de 1870-71, va être immédiatement adapté. Je dis tous, non, vous allez voir tout à l'heure qu'à Bordeaux, ça n'a pas été le cas. Mais comme l'immense majorité des monuments de la guerre de 1870-71 vont être adoptés par la population qui va se presser. Et c'est le début des photos, c'est le début des cartes postales. 1899, on prend la population, il y a peut-être de vos ancêtres là-dedans, il y a peut-être des miens qui se font photographier devant le monument sur lequel on a apposé des gerbes de fleurs. Ce monument, vous allez me dire, ce monument limousin, il est quand même, et limougeot, il est quand même bien belliqueux. Eh bien, 2 ans auparavant, avait été sculptée à Limoges cette plaque de bronze qui, elle, est une plaque pleine d'empathie pour les victimes de la guerre et pour les fameux mobiles. Plaque de bronze qui se trouve à l'intérieur de la mairie. Quand vous rentrez, je vois, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Tout à l'heure, je suis allé la voir. Les employés de la mairie étaient surpris. Je leur ai dit, regardez, elle est magnifique. Franchement, oh que c'est beau. Et c'est comme le dormeur du Val. Vous avez ce mobile qui dort pour l'éternité, dans le bronze, dans votre escalier de mairie. Vous rentrez dans la salle de la mairie, vous avez l'escalier monumental, et à gauche, contre le mur. Allez le voir. Hélas, il est un peu sale. La photo que j'ai pu en obtenir est très propre et très belle, mais il est quand même un peu sale. À côté de ces mouvements, de ces monuments de revanche, voire même belliqueux, comme celui de Limoges, vous allez avoir toute une tendance qui va être pacifiste ou tout au moins compassionnelle. On va penser à la victime et on va dire « arrêtons la guerre, arrêtons la guerre ». Et premier monument auquel je pense, c'est la défense de Paris de Louis-Ernest Barrias. Il raconte l'épuisement du soldat. Le soldat est épuisé. Mais regardez son fusil, il est en travers. C'est un fusil qui ne vise pas. Il est en position défensive. Et le canon que vous observez derrière, lui aussi, est en travers. Il ne vise pas. Donc ça n'est pas une statue menaçante. Et quant au glaive, tout à l'heure, vous voyez la femme d'Esca à Périgueux qui tenait son glaive prête, enfin son poignard en face, devant. Vous voyez la statue de Rodin. Non, ce n'était pas Rodin, c'était un disciple de Robin.
Vous la voyez l'épée en l'air, et là, vous voyez au contraire que l'épée est tenue pointe vers le bas. Autrement dit, ce monument aux morts ne cherche pas du tout à dire « nous allons nous venger ». Il cherche à dire « voilà le résultat de la guerre, c'est ça le résultat de la guerre. Arrêtons de nous battre, arrêtons la guerre ». On n'est pas encore dans un mouvement pacifiste, mais on est déjà dans un mouvement compassionnel évident. Et toujours, l'étendard est là, donc l'honneur est sauf, ce n'est pas une question d'honneur. Voilà Rodin. Je vous dis que les plus grands sculpteurs vont essayer d'interpréter cette idée de monument aux morts. Ce monument aux morts, Rodin ne réussira pas à le vendre. Mais il en fera plusieurs copies et plusieurs œuvres qui sont extrapolées. Et cette œuvre est très intéressante parce qu'il l'a créée en 1879 pour un concours parisien. 1879. Je vous ai dit que les dates sont importantes. L'historien aime bien les dates. Vous avez le soldat mort. Vous ne pouvez pas ignorer qu'il est mort. Vous ne pouvez pas ignorer que c'est un soldat. Il est nu. Sexe, mais sexe fondu, non clairement signifié. Et ça, c'est très important. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. C'est important, le soldat mort. Et puis vous voyez l'ange, et l'ange a les bras en croix. Et l'ange crie devant la mort de cet homme. 1879, Rodin crée cette statue. En réalité, il s'est inspiré d'une autre statue, créée 7 ans plus tôt. Antonin Mercier, c'est un Toulousain de très très grand talent. Il a fait la Villa Médicis, il avait à peine 20 ans. Et ça, c'est un monument, c'est le monument aux défenseurs de Belfort. Dans ce monument, le soldat mort est pris par une femme. Voilà. Ce qui est important, c'est ça. Le visage de la femme qui arrive et qui prend le fusil des mains du soldat. Regardez le regard de la femme. Elle ne regarde pas le soldat, elle regarde les fauteurs de la guerre. Cette œuvre, elle est donc d'Antonin Mercier. Et la patrie protège le soldat mort, prend son fusil sans l'épauler, et se retourne pour jeter un regard réprobateur vers celui ou ceux qui ont tué. Mais ceux qui ont tué, c'est qui? C'est l'ennemi ou c'est les fauteurs de la guerre? Et cette idée d'Antonin Mercier, Antonin Mercier l'avait déjà exprimée quelques années auparavant dans une œuvre admirable qui s'appelle Gloria Victis. L'ange de la gloire emporte le soldat mort. Cette œuvre, il l'a fait alors qu'il est à la Villa Médicis. Il est en 1872, c'est en 1872, donc 1 an seulement après la fin de la guerre. Hein. Et c'est un plâtre qu'il envoie à l'exposition universelle à Paris. Cette œuvre rencontre un succès académique mitigé, disons qu'il a un prix inaccessible, quelque chose comme ça. En revanche, elle rencontre un grand succès populaire. Et la ville de Paris lui en passe la commande. Le bronze est fait, et c'est en 1874 voilà, que cette statue est exposée et placée dans le square Montholon à Paris. Voilà. Et les Parisiens viennent là. Alors l'avantage de ce que je vous disais tout à l'heure, ces gravures qui vont se multiplier dans la presse, c'est qu'on va avoir des documents gravés, très intéressants, qui vont nous montrer des choses de l'époque pour lesquelles, bien sûr, on n'aurait pas eu de reportage photographique. Donc on voit, dans le square Montholon, cette statue.
Ensuite, cette statue, 1878, la mairie de Paris, se rendant compte du succès extraordinaire qu'elle rencontre au square Montholon, décide de la remettre à l'exposition universelle. 1878, elle est à nouveau exposée et elle rencontre un énorme succès. Et notamment, beaucoup de maires de province, dont le maire républicain modéré, c'est Alfred Danet, qui passe à l'exposition. Il convainc son conseil municipal de faire un bronze, de faire un coulage. Puisque vous savez qu'à l'époque, le moule était conservé, ce n'est pas une copie qui était faite, c'était plusieurs exemplaires. Donc le premier exemplaire avait été fait par Paris, square Montholon. Ensuite, 1884, il est placé à la mairie de Paris, dans la cour de la mairie de Paris. Et puis ensuite, et il se trouve au Petit Palais, il est placé au Petit Palais. Et quand vous entrez dans le Petit Palais à Paris, vous montez les marches, vous avez la verrière, et sous le dôme, en plein milieu, vous avez Gloria Victis, qui est une merveille. Donc le maire de Bordeaux, Alfred Danet, convainc son conseil municipal d'acheter cette statue. Nous sommes en 1884, quelque chose comme ça. Le fait de faire la statue, de faire le moulage, de la mener, on arrive en 1886. La statue arrive à Paris, à Bordeaux en 1886. Et là, elle va déclencher un tollé dont vous n'avez pas idée. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Tout à l'heure, nous avons vu des gens qui présentaient des épées, des fusils, des gens qui voulaient la revanche, éventuellement avec un gourdin, éventuellement avec une épée, avec un poignard. Là, il n'en est pas question. C'est quoi cette statue? D'abord, vous avez un soldat qui est mort. Ce soldat, il est nu. Tout à l'heure, Rodin avait estompé le sexe. Là, non. Le sexe, il est en plein milieu de l'œuvre. Vous ne pouvez pas ne pas le voir. Ça correspond à un mouvement pictural et architectural de l'époque. C'est bien sûr, comment il s'appelle, L'origine du monde de Courbet, de Gustave Courbet. L'origine du monde. Mais c'est la vérité sortant du puits. Et c'est un certain nombre de choses. 1972. Mais Rodin va le reprendre. Mais 1879, 7 ans plus tard, Rodin va reprendre le soldat mort nu. Or, s'il est nu, il n'a pas d'uniforme. Qu'est-ce qui vous prouve que ce n'est pas un Prussien? Qu'est-ce qui vous prouve que vous n'êtes pas en train de vous recueillir devant un soldat prussien? Un soldat que vous considériez comme votre ennemi? Parce qu'en réalité, cette statue, elle dépasse la guerre. Cette empathie, cette compassion, c'est la compassion pour l'homme, quel qu'il soit, fût-il notre ennemi. Et puis, regardez-le. Alors, on ne voit pas bien ici sur ça, c'est une photo de carte postale du début du siècle dernier. Il a autour de la tête un pansement par un mouchoir. Une âme charitable lui a mis, il a eu des éclats d'obus sans doute, et on lui a mis un pansement, un mouchoir autour de la tête. Et puis j'ai oublié de vous montrer, regardez son épée, elle est cassée. Normalement son épée elle va jusque là, elle est cassée. C'est pas un lâche. Il s'est battu jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'il en meure. Il s'est battu, c'est pas un lâche. Et puis, donc autour de la tête, mais regardez ses pieds, comment ils sont. Vous vous souvenez la position du Christ sur les croix? Et regardez ses bras et ses mains ouvertes. Eh bien, c'est un Christ. C'est un Christ. C'est la nouvelle Pietà. C'est la nouvelle Pietà. Aujourd'hui, on sait, aujourd'hui, en 1870, l'Église est extrêmement, l'Église catholique,
enfin, les églises chrétiennes sont prégnantes dans la société. On connaît parfaitement le sens du Christ, le juste mort par le péché de l'homme. Eh bien, mais aujourd'hui, 1870, le juste mort par le péché de l'homme, c'est le pauvre agriculteur limousin, c'est le pauvre vigneron bordelais, c'est celui qui est parti, qu'on a envoyé combattre dans les environs de Belfort, ou combattre sur les bords de la Loire, à Tours, dans l'Indre. C'est lui, et qui a été tué pour une cause complètement idiote, à laquelle personne n'a cru, parce qu'un empereur a déclaré une guerre qu'un autre voulait, et qu'il a menée dans des conditions complètement folles. Mais c'est ça. Alors, bien évidemment, les républicains crient « génial, magnifique, extraordinaire ». Ils encensent cette œuvre. Les royalistes et les bonapartistes, c'est une honte. Cette œuvre, c'est un blasphème. C'est un blasphème. On va se disputer pour cette œuvre. 1886, on est donc, rappelez-vous, 13 ans avant l'inauguration du monument aux morts de Limoges. 13 ans. Imaginez s'il est avant-gardiste, le sculpteur qui a fait ça. Et le maire, Alfred Danet, qui ose le mettre dans les rues de Bordeaux. Parce que Bordeaux, à l'époque, est très royaliste, très monarchiste et bonapartiste. Et ça ne plaît pas du tout. Il va y avoir des manifestations, il va y avoir des menaces d'émeutes, à tel point que le maire va prendre peur et il va faire que l'inauguration n'ait pas lieu. Cette statue ne va pas être inaugurée, elle va être déposée par un transporteur. Elle sort du train à la gare, à l'époque c'est la gare de l'autre côté du pont de Bastide, et elle est transportée en train jusqu'à Bordeaux, puis ensuite elle est amenée dans la cour de la mairie, et puis le transporteur la pose sur la place de l'Archevêché, aujourd'hui place Jean Moulin. C'est tout, tout le monde s'en va, il n'y a pas d'inauguration. Mais l'année suivante, il y a un attentat. Cette statue que vous voyez à Bordeaux, ça c'est à l'époque c'était la Caisse d'Épargne, maintenant c'est le centre Jean Moulin, le musée Jean Moulin. Et donc cette statue va faire l'objet d'un attentat par un groupe qui s'appelait les anarchistes du trône et de l'autel. Petit à petit, la population va se calmer et puis on va comprendre qu'elle est magnifique. Mais il y a eu de tels conflits au moment de son installation, de telles dissensions, que les associations d'anciens combattants, souvenez-vous qu'à Limoges, c'est une association d'anciens combattants qui a fait installer le monument. Les associations d'anciens combattants sont très importantes en ville, très importantes. Et les associations n'arrivent pas à se mettre d'accord et elles refusent de faire que ce monument devienne un lieu de commémoration. Et à Bordeaux, jamais le monument Gloria Victis ne deviendra un monument de commémoration. Et tout le monde continuera à aller au cimetière de la Chartreuse, sur la tombe des 809 marins et blessés, morts depuis, bien évidemment, que je vous ai montré tout à l'heure. Jusqu'en 1913. Plus exactement 1905. 1905, la mairie de Bordeaux, à nouveau Alfred Danet est revenu au pouvoir, le maire, et la mairie de Bordeaux refait un monument pour en faire un monument aux morts et un monument à Gambetta, sur les allées de Tourny. Mais on est en 1905, au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Les conflits sont très importants et Gambetta était l'un de ceux, dans le programme de Belleville, qui avait incité à la séparation de l'Église et de l'État. Donc là encore, ça va faire des tas de remous et le monument aux morts de Gambetta
suscité par Alfred Danet ne rencontrera pas de succès, bien pourtant qu'il soit dédié à la défense nationale. Donc les anciens combattants continueront à aller au cimetière, à se recueillir sur la tombe et non pas sur un monument mort. Jusqu'à 1913, parce que un magistrat, il n'était pas à la retraite, magistrat, conseiller à la cour d'appel, Anselme Léon, qui est un ancien des mobiles, qui est un ancien lieutenant des mobiles, dit c'est pas possible. On ne peut pas continuer à se disputer autour de monuments aux morts à Bordeaux, hein, alors que partout dans les grandes villes, à Limoges, ils ont des monuments aux morts et ils s'entendent à en faire des lieux de recueil public. Il nous faut à tout prix un monument aux morts, mais qui rassemble tout le monde. Et il va avoir l'idée de faire un monument qui va reprendre cette volonté très imprégnée quand même du pacifisme qu'il y avait à Bordeaux, tout en étant plus compassionnel que pacifiste. Donc on va retrouver des idées de la statue. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, je suis impardonnable. Vous savez comment Antonin Mercier a appelé son œuvre, le soldat mort emporté par l'ange? Il l'a appelé Gloria Victis. Non pas Vae Victis, malheur aux vaincus, mais Gloria, gloire aux vaincus. C'est un sacré pied de nez, ça aussi. Eh bien, Anselme Léon va créer ce monument aux enfants de la Gironde. Alors, il va reprendre les codes de Gloria Victis et d'Antonin Mercier. C'est-à-dire, on a toujours le soldat mort qui est emporté par l'ange de la gloire. Cet ange de la gloire, c'est une cavale, puisqu'elle est à cheval. Mais le soldat mort est habillé, il a une uniforme, et on sait que c'est un Français. Et puis, l'étendard qui avait disparu dans Gloria Victis, il n'y avait pas d'étendard, puisqu'il n'y avait pas de parti pris de nationalité. Là, l'étendard revient, et l'ange de la gloire, la cavale, a récupéré l'étendard. Mais on fait quand même un peu clin d'œil à certains des monuments compassionnels que je vous ai montrés tout à l'heure. C'est que vous voyez que le cheval de l'ange de la gloire, la cavale, écrase les symboles de la guerre. Il casse les symboles de la guerre, il casse le canon, il casse les fusils, il casse les tonneaux de poudre, etc. Donc, vous voyez, il y a tout un savant mélange, et il va appeler son œuvre Victi sed in gloria. Vaincu, mais dans la gloire. Autrement dit, c'est vraiment un mélange complet. Eh bien, cette œuvre va se compléter en plus, comme à Limoges. Je ne sais pas si ça... Non, ça n'a pas pu être copié. Ah si, ça a pu être copié sur Limoges, puisque ça, c'est 1913. Par des bas-flancs en bronze, représentant d'un côté les soldats, les mobiles au combat, c'est le commandant Arnoux, la bataille de Chanteloup, et d'autre part, les civils, ici, la ville de Paris, le siège de Paris. Et ce monument, enfin, va rassembler la population. Enfin, on est en 1913. On est en septembre, le 19 septembre 1913. Et comme à Limoges, eh bien, tout le monde se presse pour voir le monument qui se trouve actuellement devant le palais de justice. Ici, vous avez l'église que je raconte, le lycée, je raconte, ça va pas, l'hôpital Saint-André, et donc de ce côté-là, c'est la cour d'appel, l'ancien palais de justice. Ces monuments, eh bien, ils font partie de notre histoire. Mais je dois dire que, encore une fois, moi qui suis limougeaud vivant à Bordeaux, je me dis qu'à Limoges, vous ne traitez pas les choses de la même façon. Regardez la façon dont Limoges entretient son monument. C'est magnifique. C'est formidable. Bravo les Limougeaux. Regardez la façon
dont Bordeaux entretient le sien. Vous avez 150 ans de crasse de pigeons, je ne peux pas dire... c'est invraisemblable. Regardez ce monument. Alors que c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Voilà, à la différence de Limoges, la municipalité de Bordeaux fait bien peu de cas de la beauté du monument et abandonne son bronze à la morsure du temps. Mais il existe quelques historiens qui se passionnent sur cette histoire, sur cette mémoire que ces chefs-d'œuvre, parce qu'il y a vraiment des chefs-d'œuvre, que ces chefs-d'œuvre nous transmettent. Et puis, il y a des passionnés qui n'hésitent pas à venir pour écouter une conférence. Et j'ai pensé, j'ai la chance d'avoir un éditeur qui me soutient, parce que ça n'est pas facile d'écrire des livres d'histoire comme ça. Je ne suis pas particulièrement connu, donc c'est pas évident. Mais j'ai la chance d'avoir un éditeur qui me soutient. Et donc, ce livre, mon Dieu, est assez bien parti, malgré le problème du Covid et autres. Et nous achevons donc notre voyage de Limoges à Bordeaux, à travers la mémoire des statues. Je vous remercie beaucoup pour la qualité de votre écoute. Et si vous avez des questions à me poser, c'est avec grand plaisir que j'essaierai d'y répondre, si je le peux. Justement, je ne veux pas prendre du temps sur les questions, mais merci pour cette conférence, une deuxième fois remarquable, passionnant. C'est vous êtes passionnant, passionné, et sur finalement, on croit connaître l'histoire de la France, et même l'histoire du 19e, l'histoire de Napoléon III, etc., du Second Empire. Et cette question-là, vous nous avez énormément appris, vous avez l'art de rendre vivant des questions complexes, car au-delà des faits historiques, c'est toute une histoire des idées, des mentalités que vous soulevez, et sans oublier la dimension artistique que vous avez su très bien mettre en valeur. Donc, encore une fois, un très très grand merci. Et c'est moi qui vous remercie. Oui. Je voulais vous demander combien, est-ce que vous avez une... Oui, vous devez certainement savoir combien de militaires de Limoges, enfin de Limoges ou de Vienne, sont décédés par rapport au monument qui... Alors, je vous ai cité un chiffre que l'on connaît, puisqu'on connaît un monument, on sait le nombre de personnes qui y sont. 1100, c'est énorme. Le nombre de morts de la guerre de 1870 est très difficile à connaître, tout simplement parce que, comme je vous ai expliqué, vous aviez une armée régulière, mais Napoléon III s'en méfiait beaucoup, et donc il n'y avait pas une conscription comme on va avoir après. À partir de la Troisième République, vous avez les gens qui sont des conscrits, il y a un registre, on sait qui est là, etc. D'autant plus que quand on va faire appel aux mobiles, qui sont les réservistes, vous avez tout un groupe de gens qui vont y aller, hein, et qui sont les francs-tireurs, un peu qu'on va retrouver dans la Résistance, après, en 39-45. Donc il est très difficile de savoir. Il doit exister, mais il faudrait interroger le ministère des Armées. Je n'ai pas de chiffres exacts. Je connais deux chiffres qui m'ont marqué. C'est 83 000 prisonniers, grosso modo 100 000 prisonniers à Metz, plus la trahison de Metz. J'ai beaucoup travaillé sur le procès de Bazaine, qui m'a beaucoup intéressé. Et quand parce que ça paraissait tellement énorme là, que Bazaine est trahi, que certains disaient c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et donc il y a eu un procès public. Il a été condamné à mort, déclaré coupable, condamné à mort, mais compte tenu de ses états de service, alors qu'il avait déjà préalablement trahi dans la guerre. Parce que Reichshoffen,
c'est quand même parce qu'à Spiraken, Frossard s'est retrouvé tout seul. Si Frossard ne s'était pas retrouvé tout seul, si Bazaine était venu, à ce moment-là, Frossard n'aurait pas été obligé de reculer, jusqu'à se trouver prêt à être encerclé et tenter cette sortie de la cavalerie légère. Il faut voir que déjà, avant même Metz, il avait trahi. Mais donc, j'y croyais pas. Ça me paraissait tellement énorme que, comme beaucoup de Français, j'avais du mal à y croire. Et puis quand j'ai lu le procès, quand j'ai vu les témoignages, et puis les témoignages, on a identifié le messager, celui qui faisait les messages de Bazaine à Bismarck, avec la réponse de Bismarck à Bazaine. On l'a, on sait qui c'est. Hein. Il a été entendu au procès. Donc là, des témoignages sûrs et certains. Bon, c'est 100 000 soldats. Voilà. Mais après, ils ont été prisonniers, parce que bien évidemment, Bismarck, comme la défense nationale, sous la férule de Gambetta, réorganisait les combats, un nouveau départ au combat, Bismarck ne voulait surtout pas que les soldats rentrent dans leur foyer, où ils risquaient de repartir au combat. Donc il les a gardés prisonniers, dans des conditions terribles. Il s'est trouvé que l'hiver 70 a été très dur. Alors, il y a eu d'autres scandales. Je n'ai pas cité tous les scandales. Il y a eu le scandale du faux cuir. On avait fait des chaussures avec du carton. Hein, et ces pauvres soldats se sont trouvés dans un hiver extraordinairement rigoureux, avec des pieds gelés. On les amputait des pieds. Hein. Il s'est passé aussi que l'armée, les Français ne croyaient pas à la vaccination. Déjà, il y avait déjà des problèmes. Oui, or ils ont eu la variole. Eh oui. Alors que les Allemands, eux, se faisaient vacciner. C'est bête de mourir comme ça, quoi. Donc, concrètement, je ne peux pas vous dire combien. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des combats extraordinairement sanglants. Ben, je vous dis, il y en a un où il y a 1100 Limousins. Peut-être mon arrière-grand-oncle, puisque je ne sais rien, il est mort à cette occasion-là. Et puis, 10 000, on compte 10 000 à réchauffer. Mais il y a eu Gravelotte aussi, il y a eu vraiment beaucoup de morts. Et du coup, c'était des militaires, comment vous appelez ça, des mobiles, oui. Qui venaient essentiellement de Vienne. Ah non, de l'ensemble de la France. De l'ensemble de la France. Mais les habitants des villes ont pris fait et cause pour eux, parce que c'était des pauvres gars. Et les francs-tireurs, c'était vous et moi. C'était n'importe qui. Je vous dis, il y a même le premier président de la cour impériale de Bordeaux qui est parti. J'en parle dans mon livre. Je cite son nom, je cite le cas. Donc, les gens se sont sentis très concernés. Très concernés. Alors que dans les guerres napoléoniennes, on était moins concernés. C'était des mercenaires qui étaient là-bas, puis ils ne parlaient pas. Il y avait que les vivants qui rentraient, les blessés. Alors que là, les blessés, ils rentraient amputés, et ils rentraient, et ils parlaient, ils disaient. Donc il y a eu un mouvement de sympathie de la population qu'on n'avait jamais connu avant. C'est pour ça qu'on s'est mis à avoir des monuments aux morts. Et c'est là que... Et après la guerre de 14, on a repris ça encore plus. Et notamment, c'est là qu'on a commencé à publier les noms, ainsi que je vous montrais tout à l'heure. Oui. Vous avez eu une explication pour laquelle les actions ont été fondues. Ah oui. Alors ça fait partie des clauses de l'armistice. Ça fait partie des clauses de l'armistice. Les Allemands ont fait fondre, enfin le gouvernement de Vichy a fait fondre, sur la pression des Allemands, a fait fondre les métaux non ferreux, et donc le bronze aurait dû. Mais on a coulé que ce qui n'était pas strictement les monuments aux morts. Par exemple, à Bordeaux, il y avait 2 canons qui ont été ajoutés en 1918 ou 19. Le monument aux morts Victis et Ingloria, où l'on voit la cavale prendre le soldat mort. À la fin de la guerre de 14-18, en 1919, on a rajouté une palme pour les héros de la guerre de 14-18. Et c'est devenu monument aux morts 1870-71 et 14-18. Et puis,
on a mis autour des canons. Il faut savoir que c'était une habitude à l'époque. On avait pris beaucoup de munitions aux Allemands et autour des monuments aux morts, on mettait des canons. Je peux vous dire d'ailleurs qu'à Lormont, il avait été prévu de le faire. À Lormont, le petit village à l'époque à côté de Bordeaux, j'y pense parce que c'est le sujet de mon prochain livre. Donc on avait prévu de le faire. Et puis le mouvement pacifiste local, les jaurécistes locaux, qui étaient très puissants à Bordeaux à l'époque, c'est de là que vient venir Adrien Marquet, qui était un jauréciste bordelais. Donc les jaurécistes bordelais vont s'opposer violemment et les canons ne seront pas installés. Mais à Bordeaux, où ce n'était pas encore les jaurécistes qui avaient pris le pouvoir, ce n'était pas encore Adrien Marquet, c'était Philippard, un industriel, là on va mettre les canons. Ces canons, quand Marquet va venir, il va les faire mettre dans un square, je ne sais plus où, et pendant la guerre, ils vont être fondus. Mais pas les monuments aux morts. C'est une concession qui avait été faite. Ce qui explique que ça faisait partie des clauses de l'armistice. Oui, vous vouliez Je voudrais dire qu'il y a eu aussi des engagés volontaires pour devenir mobile. Ah oui. Et souligner la part à Limoges des lycéens, Oui. des anciens lycéens qui avaient 22, 23, 24 ans et qui sont pour certains revenus de Paris. Vous avez commencé leur carrière pour devenir de simples soldats et entrer dans le mobile. Et je crois que c'est quand même quelque chose d'important. Il y a eu, tout à fait. On a fait une exposition pendant 2 mois au pôle de la bibliothèque à côté, dans laquelle pas mal de gens passaient des documents de famille. Et je peux signaler aussi, si vous vous intéressez, qu'on peut emprunter des revues de Don Tessès. Parce que là, il y a tout un groupe historien, une dizaine, qui ont écrit des articles sur la guerre de 1870. Tout à fait. Tout à fait. C'est tout à fait ce que je vous disais tout à l'heure. Après, il va y avoir les gens vont revenir. Il va y avoir alors les francs-tireurs. Il y a ceux qui vont pouvoir se faire intégrer dans les mobiles. Et puis, il y en a d'autres qui ne sont même pas intégrés dans les mobiles, qui sont à côté, qu'on appelle les francs-tireurs. Mais on les reconnaissait. On était d'accord pour qu'il y ait ces francs-tireurs. Ce n'étaient pas du tout des illégaux. C'était... Simplement, on n'avait pas eu le temps de leur donner un uniforme. Ils étaient comme ils étaient. Voilà. Et puis voilà, ils avaient trouvé un vieux fusil, ils prenaient un vieux fusil, une vieille épée, un couteau, et ils partaient au front. Et alors, les francs-tireurs ont subi des... Pour répondre alors à votre question, voilà, mais les francs-tireurs, ils sont morts. Alors, ça a été des carnages, des carnages, parce que justement, ils n'avaient pas de technique militaire. Ça pouvait être, comme vous dites, des étudiants, des lycéens. Des jeunes professionnels. Ouais, des jeunes professionnels. Ils étaient pleins de bonne volonté, ils voulaient tout faire, mais enfin, ils n'avaient pas la technique. Un véritable patriotisme. Ah oui. La seule explication, puisqu'on est avant l'enseignement républicain, c'est le patriotisme. Et eux, ils avaient fait les humanités, connaissaient les guerres de Grecs, ils connaissaient les guerres de Rome. Et on avait quand même introduit des cours d'histoire comme des contemporaines. Ah oui. Ils connaissaient les épopées d'un pays. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de capitaines qui, au retour, c'est-à-dire dans les années 1870-1872, ont écrit des petits ouvrages, en quelque sorte, sur tout à fait. les étapes de ces mobiles quand ils étaient en Beauce, en particulier, dans la région d'Orléans, l'armée de la Loire, qui est l'armée de la Vienne, et que le lycée de Boussac, en 1877, c'est-à-dire finalement assez peu de temps après, a fait un premier monument aux morts à l'intérieur du lycée. Et les élèves ont récupéré des témoignages pour les 19 morts qui sont des anciens élèves. Et c'est quelque chose de très vivant, justement, parce qu'ils ont pris le temps d'écouter et de rendre la personnalité de chacun. Ouais. Et on voit que certains sont allés dans les mobiles, mais d'autres ont préféré s'engager dans l'armée régulière. Et comme nous avions à Limoges le colonel Arnaud Dupic, qui était extrêmement prestigieux, qui avait fait le lycée des Lussac aussi, qui avait des camarades, et qui était un homme d'un charisme extraordinaire, il y a même des jeunes qui sont partis dans son régiment à lui, bon, il est mort immédiatement dès le mois d'août, mais il y en a qui ont fait en quelque sorte la guerre dans toute la France, avec d'autres armées que l'armée de la mer. Tout à fait, tout à fait. Et
le fameux commandant Arnoux dont je parle, c'était un ancien militaire des armées napoléoniennes, mais d'avant. Hein. Et il était à la retraite et il s'est engagé volontairement, il est parti rejoindre les mobiles pour encadrer les mobiles. Il y en a eu beaucoup. Il y a celui, j'oublie son nom, qui est d'une famille très connue de vin du sud du Sauterne. C'est une famille très très connue. Pardon ? Les Salurs, voilà. Vous avez eu peut-être à la Fossa dans les mobiles? Oui, Il me semble avoir vu. oui, il y a la Fossa, j'ai vu. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, peut-être mon grand-oncle, je ne sais pas. Ça serait l'oncle de mon grand-père. Et oui, Pas l'archive familiale. non, je sais par la tradition familiale que mon arrière-grand-père, le père de mon grand-père, a quitté Cognac. À l'époque, ça s'appelait Cognac-le-Froid, maintenant ça s'appelle Cognac-la-Forêt. Mais c'était bien nommé, Cognac-le-Froid, ça méritait son nom, à mon avis. Bon. C'est moins touristique, mais Cognac-le-Froid, c'était bien nommé. Et donc, ils ont été plusieurs. Ils avaient tiré pourtant des bons numéros, mais ils sont partis dans les mobiles, ils sont engagés dans les mobiles. Et ils sont partis donc dans les mobiles, et là, ils ont été 2 à revenir. Il y en a un qui est resté, donc c'est le frère, c'est mon arrière-grand-oncle, et 2, il était revenu avec un copain, mon arrière-grand-père, Jacques Lafossa. Donc il est revenu mais à Cognac-la-Forêt, à Cognac-le-Froid, il n'y avait rien à manger pour eux, c'était pas du tout une famille aisée, du tout, c'était une famille tout à fait humble. Et donc il est venu à Limoges, parce qu'à l'époque, à Limoges, il y avait les grands travaux, des percements des voies, des grands immeubles qu'on faisait. Et comme dans ma famille, il y avait des tailleurs de pierre, les Lafossas de Saint-Iriex, qui travaillaient dans la pierre, eh bien, lui, il connaissait un peu le travail de la pierre, et il est devenu journalier, c'est-à-dire que le matin, on lui disait, mais tu vas à tel chantier, tu fais ceci, et tailler les pierres. C'est comme ça qu'il a connu mon arrière-grand-mère, qui, elle, allait tous les jours laver le linge à la demande, elle était journalière, mais pour laver le linge, et c'est comme ça que je suis né. Voilà. Oui, une petite observation. Vous avez commencé votre propos en parlant de la fierté des Gaulois. Eh bien, sur le monument aux morts de Limoges, c'est pas tout à fait par hasard que Tabar a fait figurer au-dessus, on le voit très bien sur votre photo, au-dessus des armes de la ville de Limoges, un casque gaulois. Ah oui, j'ai commencé par ça. Je pouvais pas. Bravo, monsieur, de l'avoir vu. Bravo. Et oui, bravo. J'ai commencé par Vae Victis. Pourquoi ? C'est pas pour rien que le bouclier de Brennus, hein, parce que c'est vraiment, on vous demande de vous battre et on vous demande de gagner. Hein, et puis malheur à ceux qui perdent. Il y en a qu'une qui sera glorifiée, c'est l'équipe qui aura gagné. Tous les autres, voilà, c'est typique. Eh bien ça résulte à la fin du 19e de tout ce qui s'était passé sous le règne de Napoléon III, où on avait exacerbé, mis en exergue le sentiment de la vaillance, j'en sais rien moi, mais il paraît qu'ils étaient vaillants, les différentes tribus celtes, gauloises, etc. Elles étaient très vaillantes, paraît-il. Et donc on l'a exacerbé. Et donc tout ça s'est resté dans les esprits, et effectivement on va le retrouver, mais tout comme le coq gaulois, à Lormont, il y a un coq gaulois. En tout cas, c'est une très... Ça veut dire que vous l'avez bien regardé, ce monument. Mais je peux confirmer également alors qu'au lycée Gay-Lussac, sur le monument aux morts actuel, parce que c'est assez rare, il y a une partie du monument, une plaque complète qui est consacrée aux morts avec leur nom de la guerre de 1870. Ouais. Eh bien, c'est rare. À Limoges, donc vous avez 2 endroits où c'est rare. Et ces 19, ils ont chacun leur notice. Ça vaut vraiment la peine, hein. Il faut demander ça à la BFM. Demander au pôle limousin. Alors oui, mais écoutez... On a fait tout le travail de bibliographie. Oui, je suis en train là, de travailler sur... Bon, donc mon livre va sortir, le prochain va sortir. C'est un roman historique. C'est l'histoire d'un petit garçon
qui a 4 ans et qui est amené par un vieux directeur d'école qui est à la retraite et qui est amené pour voir l'érection du monument aux morts, enfin l'inauguration du monument aux morts Victis et in Gloria. En 1913, le dernier monument aux morts qui a été fait à Bordeaux et qui, lui, enfin, a rassemblé la population. Et ce petit garçon est très impressionné par ça, il a 4 ans, et puis il rentre, et on est en septembre 1913, il entend parler de... Et puis c'est la guerre des Balkans, et puis ça y est, c'est la guerre. Et par les yeux de ce petit garçon, on va vivre un village, puisqu'à l'époque, Lormont, c'était un village, on va vivre un village pendant la guerre de 14. Et la vie d'une guinguette qui va se transformer, puisque sa maman travaille dans une guinguette, qui va se transformer parce que la population va complètement changer, bien évidemment. Et on va suivre tout ça jusqu'à ce que le frère aîné de ce petit garçon meure à la guerre. Et ce petit garçon n'a qu'une idée, voir enfin le bronze des héros. Le bronze des héros étant la statue qu'on va faire dans la ville où on va mettre le nom de son frère. Donc c'est cette idée. Et puis à la fin, eh bien, le directeur mourra et on comprendra qui était le directeur et on comprendra le roman qui prendra une dimension autre que la seule dimension historique. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et c'est effectivement un point très important que ce nom des victimes. Et actuellement, parallèlement à ce roman donc, qui va sortir a priori le mois prochain, qui est actuellement en souscription, je suis en train de faire un article dans la revue des Amis du Vieux-Lormont, dont je fais partie bien évidemment, où l'on va publier la liste des victimes avec tous les éléments qu'on a pu recueillir sur la façon dont ils sont morts, par éclat d'obus, par gaz, etc. Tout ce qu'on a pu... On va le mettre. On estime que c'est un travail de mémoire et il y a beaucoup d'endroits où on le fait, ça. Écoutez, je vous remercie pour votre formidable capacité d'écoute. Vous avez été un public formidable. Merci.